Bonsoir messieurs, dames, il est 23h18, la soirée n'est de loin pas encore terminée puisque la rencontre entre Fribourg et Lausanne se poursuit, mais bienvenue dans Puck and Goal, les highlights. On va vous faire un tour d'horizon de ce qu'il s'est passé dans cette nouvelle soirée de National League avec ces beaux quarts de finale qui nous tiennent en haleine. Freddy Beauvillier, Fabien Guignard et Stéphane Rochette sont encore bien motivés, n'est-ce pas messieurs? Toujours. Tu dis ça toi. Tout à fait. Stéphane, toi t'as l'habitude. C'est que t'es un couche-tard. T'es un couche-tard, il n'y a pas de problème. Quand on aime, on compte pas. C'est ça, c'est comme l'amour, c'est beau. Allez, on vous résume la première rencontre qui nous a passionnés ce soir. C'est finalement toujours cette belle aventure de Rapperswil face à Davos. Il y avait 2-0 dans la série pour les Sagalois avant la rencontre de ce soir. Les hommes de Stefan Edlund qui, bien sûr, à la maison, devant un public surchauffé, de rouge vêtu, avaient bien sûr derrière la tête de marquer le 3e point. Volven voulait réagir et Christian Volven était pas loin de faire tout juste dans le premier tiers. Hein, vous le voyez, cette belle ambiance. Les deux copes qui sont côte à côte dans cette patinoire. Et Davos, par 2 fois, Freddy Beauvillier, dans le premier tiers, va toucher du bois. On a essayé, on n'a pas visé assez juste pour faire la différence et marquer ce premier but. Ouais, j'aurais tendance à dire que c'est un peu à l'image de cette série. Davos, on va pas dire que Davos domine, mais Davos tente sa chance, Davos tire, ne trouve pas la faille et Niffler se retrouve avec des statistiques absolument stratosphériques. Voilà, Davos devait de réagir aussi, Fabien. C'est comme ça, avec cet état d'esprit, qu'il faut commencer une rencontre quand on est déjà mené 2-0 dans une série. Oui, mais ils l'ont fait les derniers matchs aussi, mais sans réussite. Et les statistiques le montrent. Après la première période, Davos menait les shoots de 13-3. Donc ça prouve un petit peu la suprématie. Les poteaux ne sont pas comptés là-dedans. En plus. C'est pas les shoots cadrés. Donc la réussite ne veut pas. Il n'y a rien qui va pour Davos. Tout ce qu'ils essayent, il n'y a rien qui tourne pour eux. Ça, c'est clair. Et à l'inverse, Rapperswil reprend la route du 2e tiers avec l'envie de faire mal à ses Davosiens. Et sur le 6e tir cadré du match pour la formation sagaloise, Nando Eggenberger, Fabien, parvient à battre le gardien Eschliman avec un puck qui a dû être effleuré par le défenseur au moment du lancer, peut-être difficile à juger, oui, passe sous la jambière du goalie. Je ne sais pas si c'est le puck qui est effleuré ou alors la canne du défenseur qui touche la canne de l'attaquant. Est-ce qu'il peut dévier la trajectoire du puck? Est-ce qui a certainement mis en difficulté le gardien davosien? Il a touché la canne du défenseur. C'est 1-0 et ça fera même 2-0 derrière avec l'homme en feu de ce début de play-off, Stéphane. C'est Gianmarco Vetter en powerplay, servi par Chervenka. Vous allez le voir sur un tir de Giuseppe de la Bleue qui est bien placé devant le goalie pour profiter du rebond. Quand ça va bien, ça va bien. Tout tourne tout baigne dans l'huile là, pour notre ami Vetter qui a marqué des beaux buts depuis le début de cette série-là, qui est partout. Quand les choses vont bien, quand tu es sur une bonne séquence, les rebonds sont favorables. Tu te retrouves à la bonne place au bon moment. Regardez en haut de votre écran, il fait dévier la rondelle, prend le rebond. Ça va bien, ça va bien. Et ça va même faire très mal à Davos, Freddy, parce que le 3-0 va tomber à 0,8 secondes de la fin de la 2e période. C'est un but qui va vraiment, on va dire, condamner les Davosiens ce soir de ce but qui sera marqué par David Ebichet. Oui, on dit souvent que les goals encaissés dans les dernières minutes ou voire les dernières secondes font mal. Mais alors, qu'en est-il des buts encaissés dans les derniers dixièmes? Parce que là, il reste 8 dixièmes de seconde dans ce tiers. Alors, est-ce que le chronomètre a démarré au bon moment, etc. On va pas lancer de polémique, mais effectivement, c'est clair que c'est ce genre de but qui fait très très mal. On voit que Davos se bat, mais Rapperswil est présent, on récupère le puck. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus joli schématiquement parlant, mais le shoot néanmoins, lui, est assez beau. Oh, on apprécie, Fabien, l'ancien défenseur, là, le joli tir bien placé de Bichet. Joli shoot de droitier. Alors, j'ai jamais shooté comme ça parce que j'y arrivais pas. Moi, je shootais plutôt à gauche. Donc, je serais peut-être pas une bonne excuse. Mais non, c'est un but qui fait extrêmement mal à Davos. Comme disait Stéphane, quand tout va bien, ça va bien. Puis pour Davos, quand tout va mal... ça va mal, à l'image de ce retour de 3e période où finalement les nerfs lâchent un petit peu. Canova qui va mettre sa canne au visage du top scorer de cette équipe des Lakers pour être expulsé du match. Stéphane, ça c'était pas joli. Ça, moi je pense que ça mérite une suspension. Vetter touche le puck, fait une passe à une touche, regardez. Il est plus en possession de la rôle, boum. Et on s'est dit, est-ce que c'est accidentel? Mais le 3e ralenti, si on peut le voir depuis la hauteur de la glace, depuis le coin, regardez là, il fait un détour, hop, pas un accident. Là.
Ah, il le fixe depuis 10 mètres. Hein. Il le fixe, il le voit venir, il sait qu'il va pouvoir le cueillir. Et là, il n'y a pas d'accident. Les 2 coups sur ton visage, c'est une agression qui mérite sanction. 5 plus make match, interférence, une très bonne décision des arbitres. Même si Christian Volven, par principe, n'est pas content. Et nous, on a les ralentis que lui n'a pas évidemment. Mais moi, je pense qu'il y aura peut-être un petit quelque chose. Petite enquête. Ah bien. Oui, moi je pense clairement, il y a toutes les images qui le prouvent. Malheureusement, ça fait partie des émotions, c'est de la frustration du joueur, on voit la frustration du coach, mais il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. Ça peut donner une sanction parce que le geste de la tête, là, il n'est pas beau pour Vetter, hein, qui on voit vraiment partir en arrière. J'ai pas souvenir s'il est revenu au match après Vetter ou pas, mais on voit là, regardez le regard du joueur davosien. Il fixe son adversaire un peu comme un mirage qui descend sur sa cible. Et puis, il l'a vraiment ciblé et il attaque à la tête. Alors, on peut aller frapper. On a vu des charges, notamment entre... on en a parlé en début de soirée. Schneeberger, je crois, contre Zurich, contre Malgin. C'était fair. C'était une charge correcte, mais là, il n'y a absolument rien de correct. C'est une agression qui mérite sanction, peine, amende, et puis suspension, et puis... total, quoi. Loin, en vacances. Allez, départ. Voilà, non. Alors, on suivra ça, bien sûr, demain. Ça doit tomber avant 10h demain, normalement, à 10h, 10h30 demain matin, ça devrait tomber. Mais, écoutez, on pensait que Marty serait suspendu, qu'il y aurait une enquête, il n'y a pas eu. On pensait que Grossman serait suspendu, il n'y a pas eu. Voilà, si on a dans le même lancé. Reste que Rapperswil profite des 5 minutes de jeu de puissance derrière pour encore soigner les détails et inscrire le dernier but de cette rencontre, le 4-0, avec Gunberger qui va de son doublé. Fabian, là, qui profite d'un peu que Schliemann avait perdu du regard. Et puis les Grisons sont clairement plus vraiment concentrés et focus sur le match. Non, c'est sûr que là, après 3-0, tu perds un joueur. Mais malgré tout, on parle des situations spéciales. C'est le 3e but en supériorité numérique sur les 4. Donc, voilà, 55 qui perdent, Davos perd 1-0. Puis quand tu accumules tout ça, ça fait une grosse claque. Messieurs, vous ne vouliez pas trop accabler le gardien Sandro Schliemann après 2 matchs. Est-ce qu'on appuie un petit peu plus après 3 matchs? Prédit aujourd'hui, c'est 84% d'arrêt. Pourquoi c'est à moi que tu poses la question? Parce que j'ai vu que tu n'avais pas vraiment répondu à celle d'avant, donc vas-y. Non, mais là, encore une fois, on a vu le premier but. Le premier lancé, il a été dévié. Donc, on ne peut pas vraiment le blâmer. Le deuxième but, celui de Vetter, c'est à 4 contre 5. Vetter est seul devant lui, il donne le rebond, mais le puck a été dévié. Le shoot d'Ebicher, c'est un shoot de droitier, un beau shoot de droitier pour 2 gauchers que nous sommes ici. Et puis là, en l'occurrence, c'est un shoot en angle, il sort pour couvrir son angle, c'est de nouveau à 4 contre 5. Cessons de le blâmer. Merci. C'est développé, c'est validé. Merci de ta réponse. Avec plaisir. Il y a une réaction à l'issue de cette rencontre et dans l'équipe gagnante. C'est un des défenseurs romans de cette équipe de Rapperswil. On l'écoute. Igor Jelovac, premier tiers où Davos domine, vous laissez passer l'orage, puis ensuite on a l'impression que vous laissez aller les chevaux. Ouais, on sait qu'ils viennent fort les 10 premières minutes ou les 20 premières minutes et on essaye au mieux possible de gérer ça et puis après aussi de pousser. C'est ça notre jeu, on est une équipe, on travaille tous ensemble, on défend tous ensemble, on attaque tous ensemble et ça porte ses fruits. Et encore une fois, quel réalisme, parce que les grosses occasions, elles finissent au fond. Ouais, c'est ça, je pense qu'on peut être content de ça. Comme tu l'as dit, dès qu'on a des occasions, on les concrétise et puis c'est ça le plus important en play-off. Vous marquez 4 buts sur les 3 premiers matchs. Le message, c'est que pour vous battre, il faut en mettre 5, c'est ça? Le message, c'est que ça va être dur de nous battre si on continue de jouer comme ça. C'est clair que, encore une fois, le hockey des Lakers, c'est une équipe qui joue tous ensemble, qui tire tous à la même corde, un gardien qui nous fait des miracles et un public aussi qui est incroyable. Donc c'est sûr que ça va être compliqué. Merci beaucoup, Igor. Et ça fait 3-0 dans la série pour Rapperswil contre Davos. Les Lakers qui continuent d'espérer à une deuxième demi-finale consécutive. Zug, Lugano, c'est l'autre match que l'on va passer sous notre radar. Les Zougois qui mènent eux aussi 2-0 avant la rencontre contre Lugano. Retour de Troy Josephs au jeu ce soir parmi les bonnes nouvelles luganaises. Schlegel dans les buts. De l'autre côté, bien sûr, l'inamovible Leonardo Giannoni sera dans les cages de l'équipe championne de Suisse en titre.
Et le match va être très animé, très bonne intensité dans les 20 premières minutes de jeu. Et le Taureau sera un petit peu surpris avec Freddy. Ces passes-là entre les deux défenseurs qui font mal puisque c'est Bertadja qui ouvre le score. Oui, on a vu à plusieurs reprises cette équipe luganaise utiliser cet espace entre les deux lignes bleues, passer entre les deux défenseurs. Et Bertadja à la limite du hors-jeu ici qui vient déjouer Giannoni pour l'ouverture du score. Lugano qui a très bien entamé cette partie, ça crée beaucoup d'occasions. Mais on le verra sur la longueur, ça ne porte pas forcément toujours ses fruits. Non, parce que juste derrière, il y aura le 2-0 inscrit par cette équipe de Lugano qui, en retour de deuxième période, fait beaucoup de choses très justes avec l'état d'esprit de Max Orlet dans son jeu. Vous allez le voir et le reconnaître, à mon avis, assez bien sur la construction de ce 2-0. Long puck en avant. Les Ouguala sont en temps de retard. Le top scorer qui arrive avant et ce puck qui arrive sur Morini, Fabien, qui n'a que à le pousser au fond. Il le fait très bien. Une bonne tactique à la Chris Max Orley, hein. Des pucks au fond, puis des attaquants qui vont chercher. Écoute, Lugano a mis une énorme pression au début de match. Dans la première partie du match, a mis une énorme pression, a mis Zug en difficulté. Puis on le verra par la suite. Après, peut-être que les gars, peut-être que Lugano s'est fatigué un petit peu. Je ne sais pas, ce serait intéressant qu'on ait une vraie analyse sans langue de bois de la part d'un Luganais, mais je pense qu'ils ont été coureux avec les poumons. Je pense qu'ils ont la même débauche d'énergie qu'ils avaient contre Genève, sauf qu'en face, c'est un client peut-être un petit peu plus opportuniste et un peu plus homogène que Genève Servette. Oui, parce que les Ougois vont se réveiller finalement un peu avant la mi-match pour marquer le premier de leurs 6 buts ce soir en powerplay. Ça aide forcément à construire une remontée. Le tir de Kovar et la déviation, elle est peut-être même 2 fois déviée. Le Luganais, ça touche encore Herzog et ça bâche les gueules, Freddy. Oui, effectivement, encore une fois, on l'a évoqué tout à l'heure avec Rapperswil, mais un powerplay, de nouveau, ça relance les actions de Zug, alors que Lugano tenait bien son os. Et puis là, un magnifique tir instantané de Kovar, double déviation et Herzog avec un joli déhanché arrive à battre Schlegel pour le geste final. Un peu de réussite quand même, mais voilà, c'est ça aussi. Alors bien sûr qu'à Zug, il y a des stars, il y a Kovar, il y a Hoffman, il y a Simeone, et aussi ces jeunes dont on a dit beaucoup de choses en bien depuis plusieurs mois déjà. Eh bien, ils vont s'associer, Stéphane, pour marquer le 2-2 et le 3-2, puisque Allenspar est à la passe pour Denisko, et Denisko sera à la passe pour Allenspar pour remettre Zug aux commandes. Oui, Allenspar, c'est un joueur qui patine, hein, il est très fluide, c'est un bon gabarit. Un joueur né en 2002, là, un tout jeune joueur, là, il vient d'avoir 20 ans. Et il rentre avec beaucoup de vitesse, il suit le rythme, il suit le pace du match assez facilement. Donc je pense qu'il est à l'aube d'une jolie carrière, le jeune Allenspar. Et on voit là clairement que Lugano est un petit peu dépassé par la vitesse déjà et donne peut-être quelques signes de fébrilité aussi de cette grosse intensité que tu évoquais, Fabien, de ce forechecking qui est dur de tenir peut-être sur 60 minutes contre un adversaire comme Zug. C'est sûr que contre des gars qui sont très agiles et intelligents, bons avec le puck, quand tu as une débauche d'énergie aussi élevée que celle de Lugano, en fait, c'est un peu ça passe ou ça casse. Si tu arrives à prendre le match en main puis prendre relativement d'avance, ça va, mais aussitôt que le match commence à devenir serré puis plus le match avance, et tu as besoin des matchs au tout cas 60 minutes, voire 80 ou d'autres matchs encore 100 minutes. Donc, est-ce que c'est la bonne tactique de match ? Voilà, mais reste que dans toutes les rencontres de cette série, après 40 minutes de jeu, il y avait toujours égalité entre les deux et que Zug presse sur l'accélérateur. Ils ont peut-être cette fraîcheur en plus et les joueurs peut-être pour faire cette différence, Freddy, pour se mettre toujours à l'abri dans le troisième tiers. Là, c'est Allenspar qui marque, il y aura Kovar derrière encore en jeu de puissance. Oui, Zug qui finalement en début de match a fait le dos rond, a laissé passer un peu l'orage, est revenu au score, on vient de le dire, avec un premier but marqué en supériorité numérique. Ils ont égalisé avant la fin de la deuxième période. Ils commencent la troisième période avec peut-être un peu plus de fraîcheur effectivement que Lugano. Et puis de nouveau, c'est cette ligne avec les jeunes qui mettent de la pression, qui met Lugano en difficulté. Et là, ils arrivent à trouver la faille. Reste que finalement, cette équipe de Zug, Stéphane, elle nous a pas vraiment donné la pression non plus de s'inquiéter. Même non. À 0-2. Non, évidemment, 0-2, serein. Écoute, ils ont quand même de l'expérience, ils savent qu'ils ont les moyens. Et puis quand ton quatrième bloc, ton troisième ou ton quatrième bloc a le dessus sur l'adversaire, ça vous montre un peu
la profondeur, puis ça te fait gagner les matchs. Parce que les premiers blocs, souvent, s'annulent. Et puis, troisième, quatrième bloc, ils vont te chercher des matchs et des gros buts, ça fait toute la différence. Il y a Papazzini ce soir qui était blessé pour cette rencontre. Bien sûr que Chris Maxwell doit compter sur tout son monde pour espérer renverser cette équipe de Zug. On va montrer les autres buts de cette fin de match. Il y a le 5-2 d'Anton Lander. Bien sûr, Lugano là qui baisse pavillon. C'en est trop, Fabien, pour encore espérer quelque chose. L'avalanche zougoise était lancée. Oui, là, on essaie de prendre des petits risques. On voit Latalo qui prend un risque sur sa ligne bleue. Il est pratiquement en tant que dernier homme. Mais c'est sûr que jouer à l'extérieur en play-off, quand tu es mené et puis que tu as pris plusieurs buts les uns après les autres, il y a la patinoire et les émotions, il y a tout qui s'enflamme. C'est difficile de stopper la machine adverse. Et des fois, il y a de la frustration qui monte aussi. Et ça sera le cas avec la prochaine séquence qu'on va vous montrer. Parce que Marc Arcobello, le capitaine de cette équipe de Lugano, on a trop. Il va avoir un premier choc, encore un petit ralenti du but pour bien voir cette réussite. Et vous verrez la séquence avec Arcobello là, qui est mis au sol par Cadonno. Il se relève et en rejoignant le banc, Stéphane, il va donner un coup, il va être sorti du match, ton avis? Ouais. Parce que ça n'a pas eu l'air de déranger trop le joueur qui l'a reçu, en tout cas. Sincèrement, oui, mais je pense qu'il a été brassé sec devant la cage, peut-être matière à pénalité. Là, il savait que le match était perdu, à mon avis, s'il a donné un bon slash à 2 mains. Est-ce que ça vaut 5? Ben, vu comme ça, c'est dur de juger les gars. Ça m'a pas eu l'air de... On peut la rediffuser, on va se concentrer sur les images, bien sûr, mais... On sait qu'il veut lui donner un coup, là. Il veut y faire mal, évidemment. Là, tu sens de la frustration dans son jeu. Regardez devant la cage. Hein? OK, là, il y a peut-être matière à pénalité. Bon, Cadonno, c'est pas un gars comme ça, on le sait. Et il y a quand même un bon coup. Ouais. Écoutez, peut-être que le match était joué. Il ne peut pas perdre le contrôle, on l'a chassé du match. C'est un geste clairement de frustration. On a vu d'autres slashing ce soir dans notre match en direct où Andrighetto s'est pris deux immenses coups de canne qui n'ont pas été sanctionnés du tout. Ouais. Donc voilà, c'est un peu sévère, mais là ça peut calmer, ça calme aussi, ça donne un message clair. On va pas laisser démarrer les débats et puis avoir des bagarres inutiles. Les deux derniers buts de cette rencontre, pour être parfaitement complet et vous fournir toutes les images, toutes les explications de ce qu'il se passe dans les 4 coins de la Suisse dans ces quarts de finale. C'est Josephs là qui profite finalement d'une des rares inattentions de la défense zougoise pour aller tout seul en contre battre Giannoni. Ah bien. Oui, c'est des situations. Je pense qu'il y a aussi là un petit relâchement de Zug. On voit que le jeu, ils sont un peu moins présents, un peu moins actifs. Puis la passe est un peu molle. Elle est magnifiquement interceptée par Josephs qui la place parfaitement entre les jambes. Mais un 5-3, Zug ne laisse pas entrouverte la porte de l'espoir pour les Tessinois. On met le 6e, Sven Teller, 3-0 dans la série. Stéphane, logique? Est-ce que Lugano peut prétendre à mieux? 40 minutes, c'est bien, 60, c'est compliqué. Lugano a été vaillant pendant 5 périodes. Les trois premiers tiers du premier match, ils ont été vaillants. Les 2 premiers tiers du deuxième match, et là, ils ont carrément flanché, je pense. Au 3e tiers, des pénalités. Puis Zug leur a fait mal en power play. Ce soir, ils craquent aussi. Là, je pense que, honnêtement, là, je suis pas sûr que les Tessinois vont y croire encore beaucoup, ou très longtemps. On s'entend. À 3-0 contre Zug. C'est difficile de mener 3-0 contre Zug, c'est ça. Je pense à la maison et tout. Peut-être une petite énergie du désespoir, mais ça va pas prendre grand-chose pour qu'ils abdiquent au prochain match, à mon avis. On a une réaction aussi à l'issue de cette rencontre de l'équipe gagnante. C'est l'un des 2 défenseurs étrangers de cette équipe de l'FA Zug. On l'écoute. Christian, that was a tough game today. Not easy for your team. What's your feeling? No game's been easy. 3 tough games and two good teams. So, we're happy we got the win tonight. It was perhaps the more intensive game in this series. Yeah, they play physical hockey. They play hard, tough hockey, and so do we. I think we play hard too. So no, it's tough games, but we've been the better team so far. And that's 3-0 now. What's the keys of your success since now? We've been 4 lines scoring, so hopefully we can keep that up and try to get one more soon. Thank you very much.
Bon, c'est pas le plus bavard qu'on a eu à l'interview, hein. Christian Dius, le défenseur de l'FA Zug, mais Stéphane, tu peux quand même nous résoudre un petit peu ce qu'il a dit. Il n'y a pas de guide de match facile en play-off. Jusqu'à maintenant, ça a été quand même 3 bons matchs de hockey. C'était une bonne victoire pour eux aujourd'hui, évidemment. Il dit Lugano, c'est une équipe qui joue très dur et très intense, mais il dit nous aussi, évidemment. Et ce qui fait que c'est des matchs qui sont très difficiles à jouer. Mais la meilleure équipe jusqu'à maintenant, il dit c'est nous, évidemment, avec 3 victoires. Il dit toutes les 4 lignes peuvent marquer. C'est peut-être une de nos forces. Et puis, il nous en manque quand même une, et la dernière, la plus difficile. Il a raison, on ne peut pas le contredire sur cela, mais il y a peut-être plus d'expérience maintenant que Zug a enfin gagné de nouveau un titre dans cette équipe et il n'y a pas assez de constance, j'ai envie de dire, surtout Fabien, dans cette équipe de Lugano qui s'est quand même longtemps cherché cette saison. Oui, ils sont longtemps cherchés, et puis moi je me répète, je pense qu'ils jouent avec énormément d'intensité, il faut avoir de la profondeur pour ça, une certaine régularité aussi, et puis tu joues physique contre une équipe technique, il faut être sûr de ton coup. Et puis moi, ce que j'ai aimé là, par rapport à, il dit oui, Dius dit on a 4 lignes qui peuvent marquer. Ce que j'ai aimé, c'est ces 2 buts. Hein. Là, Zug était mené 2-0. Ouais. Ils reviennent à 2-1 et puis le 2-2 l'égalisation et le 3-2, c'est leur 4e bloc qui le marque. Et puis qui, pour moi, c'est une équipe de jeunes et puis sur des principes, on va dire des principes de base du hockey. Et puis moi, c'est ce que j'apprécie, c'est peut-être ce qui manque dans certaines autres équipes où tu as des joueurs qui sont beaucoup plus affirmés, mais qui font peut-être plus juste ces petites choses qui font que tu arrives à marquer. Puis ces jeunes-là, ils arrivent, c'est sûr que tu arrives, tu te mets dans le coin du vestiaire, hein, tu dis pas grand-chose, par contre, tu fais juste les choses justes, et puis ça t'amène... ils font tourner le match, ces petits jeunes. Oui, mais j'ai envie de te dire que Zug a bâti aussi sur ça la saison dernière pour arriver en finale encore avec beaucoup de fraîcheur et tout. Il n'y avait pas de raison, Freddy Bobillier, de changer la recette cette année. Tu es champion, tu continues avec la même chose, tu attaques ces jeunes te le rendent bien aussi. Oui, effectivement, ils ont pas changé leur philosophie depuis l'année dernière. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on le dit, mais effectivement, pendant que le focus va sur les 2 premiers blocs de Zug, on oublie un petit peu les 2 autres, et puis ils arrivent à sortir leur épingle du jeu. Et comme le dit très bien Fabien, c'est ce qui manque peut-être des fois à certaines équipes, d'avoir un 3e, un 4e bloc qui sort un petit peu du bois et qui marque des goals importants. C'était peut-être le cas aussi durant la saison, en tout cas avec Fribourg-Gotteron, qui a permis à Fribourg d'avoir du succès et de tenir le haut du classement tout au long de la saison. Vous êtes prêts pour un 3e résumé de rencontre, la rencontre entre Bienne et Zurich, qui a été notre match studio tout au long de la soirée. Dans les buts, il y a eu des changements aujourd'hui, puisque le HC Bienne n'est pas reparti avec Elia Pope, mais avec Dmitri Chikin, son gardien russe, dans les filets. Et Kovar, lui, n'a pas bougé. Hein. Ludovic Weber, pour l'instant, n'a pas encore eu sa chance. On garde bien sûr le portier, le frère de Jan Kovar, le gardien tchèque, dans les buts. Les 2 coachs, bien sûr, focus avant cette rencontre. Début de match, on va dire, assez intéressant. On a beaucoup joué du bon hockey. Noro, là, se fourvoie un petit peu, Fabien, et ça donne une première chance dans ce match pour le HC Bienne. Oui, c'était une contre-attaque rondement menée. Rayala qui a fait un magnifique mouvement pour mettre Noro dans le vent, qui s'est il a un petit peu déchaussé les patins. Et puis, il y avait peut-être Rayala en confiance absolue, peut-être qu'il y avait un petit quelque chose de plus à faire. Moi, je voyais bien le premier poteau sous la latte. Mais on l'a évoqué pendant tout le match. Bienne qui n'arrive pas à trouver la faille depuis passé 130 minutes. 148 minutes. 89 dans le dernier match. Chiffres aussi, hein, quand même. C'est ma mémoire, j'écoute, mais c'est ma mémoire. Plus de 2 matchs et demi à peu près. Là. 4 périodes la dernière fois, puis 7 périodes, donc ça fait 140 et quelques. Ouais. Voilà le but qui arrive finalement dans cette rencontre, parce qu'on en a pris l'habitude entre Biennois et Zurichois qu'un but peut suffire à votre bonheur. Eh bien, ils tombent en situation spéciale. Les Biennois avaient loupé Freddy à 53, à 54. Regardez ce qui se passe derrière. Noro, lui, vise juste. Ouais, c'est la différence entre ces 2 équipes, en tout cas ce soir. Il manque de sniper du côté de Bienne. L'absence de Brunner, peut-être ce soir, a joué un rôle également. On a vu dans les matchs précédents ou même pendant la saison régulière, Luca Kunti et Brunner, quand ils sont associés, ils sont
terriblement efficace. Et puis là, ça manquait le dernier geste. On a vu Rayala sur le 2 contre 1 tout à l'heure qui a pas réussi à glisser le puck au fond des filets. Il y a eu une occasion pour Froidevaux également, première période. Powerplay 5 contre 3, on n'arrive pas à trouver la faille. Et puis en face, il y a Noro qui envoie un missile depuis la ligne bleue avec bonne utilisation du bumper. Le bumper, ça c'est le joueur qui est au milieu du powerplay. Au milieu du powerplay. Pour faire rebondir le puck sur lui. Et le puck circule bien à une touche. Et le geste final de Noro est parfait. Au moment où le gardien se déplace, il n'arrive pas à voir le départ du shoot, il est battu. Stéphane, tu nous as dit quelque chose de très juste dans cette émission ce soir. J'aimerais que tu le répètes dans ce Puck and Goal, les highlights. Il y avait pas mal Guin ce soir. Donc le line-up de Zurich était peut-être moins impressionnant puisqu'on a dû un petit peu modifier les lignes. Oui. Pourtant, est-ce qu'on a eu l'impression que Malgin a manqué aussi à ce soir? Évidemment, un joueur comme Malgin, tu ne peux pas le remplacer. Mais je trouve que les Zurichois, lorsque Malgin a été blessé au premier tiers, ont été shaky un petit peu au deuxième tiers du match précédent. Puis après, on dirait que les joueurs ont redoublé d'ardeur en troisième période et en prolongation. Et je trouvais que Zurich a été vaillant aujourd'hui, a beaucoup travaillé. On reproche souvent à Zurich d'avoir trop de col blanc, pas assez de col bleu, puis de travailleurs qui fait le sale boulot. Mais là, je trouve que les joueurs se sont mis à bosser, je trouve. Les 5 dernières minutes, ils ont bloqué énormément de shoots. Exactement. Donc, je regarde les 2 derniers blocs là, du côté de Zurich. Sigrist, Pedretti, Sopa, Diem, Sheppy, Eschliman. C'est pas meilleur que le 3e, 4e bloc de la majorité des équipes. Donc, mais je pense que Zurich l'a gagné au pic, à l'appel et à la fourche aussi, ces 2 matchs-là. Les gars ont travaillé très fort, ont bloqué des tirs, sont allés à la cage, on a donné des mises en échec. C'est important pour une équipe comme Zurich, qu'on dit souvent remplie de stars et pas forcément toujours prêt à se sacrifier, Fabien. Là, on joue bien en équipe depuis 2 matchs. Oui, alors j'ai surtout vu le match d'aujourd'hui, mais c'est vrai que je rejoins encore une fois Stéphane. C'était un match très intense, des 2 côtés. Mais Zurich, effectivement, s'est sacrifié. Ils ont bloqué beaucoup de shoots dans les dernières minutes, dans des situations, honnêtement. Je ne suis pas sûr que tu le fasses dans un match régulier, hors play-off. Ils se sont couchés devant des shoots, des fois, où c'était vraiment dangereux pour ta santé. Moi, j'aime bien l'énergie de Garrett Rowe. Il n'était pas là lors des 2 premiers matchs. On avait choisi autrement, etc. On a mis Kruger avec Kenville. On a retiré Kenville. Mais je trouve que Garrett Rowe a une énergie qui se transmet à l'équipe. Il forecheck, il backcheck, il complète ses mises en échec malgré son petit gabarit. C'est un joueur qui a énormément d'énergie. Et ça, je pense que ça... Mais Bien n'est pas loin. Bien est tout proche. Bien n'a pas fait un mauvais match. Bien n'est pas loin, mais... Bien, tu l'as évoqué Stéphane tout à l'heure, ça fait 15 powerplay qui ne marquent plus. 0 en 15. 0 but marqué en 15 powerplay. On a vu à Rapperswil, c'était l'élément déclencheur. On l'a vu pour Fribourg-Gotteron, les 2 premiers buts. Non, on l'a pas vu encore. Le but de Zurich ce soir, Noro, c'est à 5 contre 4. Le but d'ouverture du score à Zug, c'est aussi à 5 contre 4. Et là, Bien... Rapide, 3 sur 4. Oui, Rapide 3 sur 4. Et puis là, Bien a sérieusement un problème au niveau de son powerplay. Réaction des 2 côtés à l'issue de cette rencontre. Parole d'abord à l'équipe gagnante qui est revenue dans la série de 2-0 à 2-2. On écoute Maxime Noro. Maxime Noro, 2e victoire consécutive de 1-0 pour vous. Mais cette fois-ci, c'est sur la patinoire du HC Bienne. J'imagine qu'elle fait du bien à la confiance. Oui, absolument. Avant le match, je pense qu'on avait beaucoup d'émotions. On était vraiment prêts. On était déçus un peu des résultats des matchs précédents. Puis on était vraiment concentrés sur la défensive. Bien, ils ont une bonne attaque en zone 1. Ils sont très, très habiles. Alors, on s'est dit en première période, on doit vraiment focusser là-dessus. Puis on sait qu'en désavantage numérique, on doit être fort aussi. On a fait le travail ce soir. Maintenant, ça fait 4 matchs que vous jouez. Est-ce que tu penses que les unités spéciales font la différence dans cette série-là? Présentement, je pense qu'il y a eu beaucoup d'unités spéciales dans des moments cruciaux des matchs. Donc, pour nous autres, aujourd'hui, c'était vraiment un gros but qu'on a marqué en 2e. Ça a vraiment donné le momentum à notre équipe. On a senti un petit peu le relâchement du stress. Et puis, on a pris la confiance. Puis, c'est sûr que Cover, il a fait des gros arrêts pour nous à la fin. Une victoire comme ça sur le 4e match, penses-tu que c'est un point tournant dans cette série-là? C'est sûr pour nous. C'est de notre côté, dans notre chambre, oui. On s'est dit avant le match, on va voler un autre match. Puis, on est revenu aujourd'hui avec un match de retard, comme la dernière fois. On voulait revenir et puis là, maintenant, on a l'avantage de la maison. Alors, on est content. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Réaction aussi dans les rangs du HC Bienne avec son capitaine qui est venu à notre micro.
Gaëtan Haas, défaite ce soir par la marque de 1-0. Vous étiez prêt, vous êtes rentré dans une première période avec beaucoup de vitesse, vous installiez votre jeu. Par la suite, ça s'est un peu gâté et j'ai l'impression que c'est un peu les pénalités qui ont coupé votre rythme. Est-ce que tu penses que vous vous êtes un peu battu avec cette indiscipline? Ouais, ce soir, j'ai envie de dire à 5 contre 5, on est de nouveau bon, presque meilleur. On perd le match aux pénalités. On revient dans le troisième tiers, on a un goal derrière et on prend, 2, 3, 4 pénalités. C'est compliqué d'aller marquer avec autant de pénalités, quoi. Zurich qui revient dans la série 2-2, c'est quand même c'est quand même pas mal après 4 matchs, mais votre niveau de confiance, il est où après 2 défaites par blanchissage comme ça? Je pense que la confiance, il ne faut pas qu'on la perde parce qu'on joue bien. Maintenant, on perd sur les situations spéciales, les 2 matchs. C'est dur parce que j'ai l'impression qu'à 5 contre 5, on est là, on les met sous pression et ils ont vraiment de la peine. Mais ensuite, je pense surtout notre power play doit être meilleur dans des moments comme ça. Dans une série comme ça en play-off, c'est là qu'il faut faire la différence. Là, pour l'instant, on ne le fait pas. Si on arrive à régler ça, j'ai pas de souci à me faire pour l'équipe. Je crois qu'elle y croit et elle tire tous. Il y a tout le monde qui tire à la même corde. On est là à chaque match. Donc, faut régler ça et ensuite, il y a tout qui est possible. Merci beaucoup et bon match jeudi. Merci. Ciao. Très bonne analyse de Gaëtan Haas à l'issue de cette rencontre qui résume un petit peu les points à améliorer pour son équipe. C'est en tout cas 2-2 dans cette série. Merci Jean-Philippe. Allez, un petit café et c'est pour tenir la route parce que ça peut durer long. On rappelle le record, 117 minutes 43 secondes. C'est le but qui est tombé le plus tard pour l'instant dans ces prolongations. On est toujours dans Puck and Goal, les highlights, et on vous avait promis qu'on allait vous résumer la rencontre de ce match en haletant entre Fribourg et Lausanne. Eh bien, on va profiter de cette pause justement pour le faire avec Bolthauser qui était aligné dans les buts aujourd'hui à la place de Tobias Stéphane. C'était bien sûr Reto Berra dans les rangs fribourgeois. Elner, top scorer, il s'en souviendra de cette rencontre de play-off pour sa superbe performance dimanche. Motet, bien sûr, côté fribourgeois. Et toujours dans cette série 100% romande, une très très belle ambiance dans les gradins des 2 camps. Guichet fermé une nouvelle fois. On voit les fautes qui vont amener des pénalités stupides ou pas, bêtes, inutiles, Fabien, mais qui vont mettre Fribourg-Gotteron sur les bons rails dans cette rencontre parce que Lausanne était bien sûr un peu nerveux en début de match. Nerveux, je sais pas, mais en tout cas, ils se sont retrouvés à 53. Fribourg sont bons en avantage numérique. 53, ils ont fait circuler le puck extrêmement rapidement. Puis Julien, dans ce genre de situation-là, sur son côté fort, il ne faut pas lui donner 36 occasions. Il y a le 5 contre 3, Freddy, mais j'ai envie de te dire qu'il y a le 5 contre 4 derrière. Ces 2 pénalités ont fait très mal aux hommes de John Foust en début de match. Oui, c'est sûr. Là aussi, un powerplay très efficace avec Motet qui temporise sur le côté droit avec son casque jaune. On le voit ici. Il passe à dernière près du poteau de Bolthauser. Dernière en pivotant. Là, les joueurs ne savent pas trop ce qu'il va faire, mais c'est des choses qui se préparent à l'entraînement. Il sait où se situe Di Domenico. Il attire Bolthauser et le défenseur lausannois à lui pour faire une passe à l'aveugle. Et Di Domenico, la même position que Julien Sprunger sur le powerplay précédent, arrive à doubler la mise. Marty était là, il était dans la ligne de passe, mais elle est passée dans le triangle, sa canne puis ses patins. Puis il était aussi dans la ligne de shoot, puis elle est passée entre les jambes. Ça tire pas grand-chose des fois. 2 cm. Est-ce que ces 2 pénalités, Stéphane, tombent peut-être de manière un peu sévère en début de match? Est-ce que c'est les arbitres qui voulaient aussi montrer leur ligne? Écoutez, c'est difficile à dire. Celle de Glauser, on l'a pas très bien vue. Toi, tu l'as vu, tu semblais dire que... Alors, Glauser est allé exagérément en zone offensive pour aller frapper Kylian Motet avec... qui n'avait pas le puck. Qui n'avait pas le puck. Et puis là, il a appelé tourner le dos, il est allé avec les fesses. Donc, ça a été sanctionné. Après, voilà. Après la deuxième, c'est Milly qui, semble-t-il... On n'a pas vu le début de l'action. Ça nous paraissait sévère parce qu'il n'a plus de canne. Il se balance sur le puck un moment, puis après ça, il le passe avec la main. Mais... selon moi, juste avant ça, c'est vrai qu'il se lance un petit peu dessus. Ouais. Donc, qui pourrait être un peu d'anti-jeu. Mais on n'a pas toute la séquence non plus. Donc, toujours est-il que... On ne fait pas l'histoire, de toute façon. Non, et puis comme disait ton cousin, non, ton oncle. Ouais. On jase?
On fait que parler. On fait que parler. Vous voyez, messieurs, hein, c'est 1 dans la série. Fribourg qui commence à domicile super bien sa rencontre. Les Fribourgeois vont encore tirer sur la part transversale dans le premier tiers. Et finalement, Lausanne va revenir petit à petit dans ce match, monte un petit peu en mode diesel. Je sais que le prix de l'essence est un peu cher, Freddy, en ce moment. Mais c'est le 4e bloc avec Krakowskas sur un assist de Douai qui sonne la révolte. Oui, face au premier bloc fribourgeois, et on sait que le premier bloc fribourgeois n'est pas forcément le roi des statistiques en plus-minus. Et puis on a Fribourg-Gotteron qui est en possession du puck avec Yecker qui cherche une solution, Motet qui lui tourne le dos. Les Lausannois travaillent fort, il faut donner du crédit aux Lausannois, ils récupèrent cette rondelle et en 2 temps, 3 mouvements, c'est Krakowskas qui arrive à réduire la marque. À monter en puissance, hein, puisque Boson va encore clairement, Fabien, ajuster le poteau de Béra qui semblait clairement battu sur ce coup. Oui, il est battu, le puck qui part malheureusement pour lui du mauvais côté du poteau. Boson qui, pour moi, fait une excellente fin de saison, qui est vraiment omniprésent dans le jeu physique. Il a aussi, j'ai trouvé, c'est peut-être pas forcément un joueur que je suivais énormément, mais je trouve qu'il a aussi des gestes techniques qui... Il est à l'image de Lausanne. Il fait beaucoup de bonnes choses, physiques, etc. Il a 1 but à ses 20 derniers matchs. Okay. Il a été 18 matchs sans marquer. Peut-être 1 but en 20, 21, quelque chose comme ça. Mais pas beaucoup d'efficacité devant la cage. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il amène du volume de jeu. Il a de la pression. Il est assez bon physiquement. C'est pas un immense patineur. Il n'a pas des immenses mains, mais dans son rôle, il est bon. Oui, un gars sur un 3e bloc, je pense qu'il fait un bon travail. Et tu as besoin de gars comme ça dans une équipe. Tu ne peux pas avoir que des gars qui cherchent à marquer des buts. Si tu en marquais 2-3 de plus à tous les 20 matchs, ça irait mieux. Évidemment, il est capable, mais là, il est dans une séquence où il n'y a pas beaucoup de réussite à l'attaque. Il n'a pas la réussite, il frappe le poteau. Reste, monsieur, que Boson sera dans tous les coups entre la fin de la 2e période et le début de la 3e. On va le retrouver en 100 maintenant, Boson, puisqu'il y aura un choc avec Walser, là, dans l'arrondi, Stéphane. Pas très clair, est-ce que c'est Boson qui vient s'empaler sur le coude, voire sur le haut de la canne du joueur fribourgeois, ou est-ce que la canne sort au visage du Lausannois? Moi, je pense qu'il arrive. Boson fait une extension pour aller harponner la rondelle, il baisse un peu, et puis Walser, qui est assez grand, lui, il est gaucher, donc il a le coude droit un peu en l'air parce qu'il est proche de la bande, donc le puck est proche de ses patins, et à ce moment-là, il y a un coup de coude, il y a un contact au visage. Écoutez, oui, Walser fait peut-être un petit mouvement pour protéger sa rondelle, mais j'ai pas l'impression qu'il fait c'est pas un reverse check vraiment avec le coude au visage. C'est dans le jeu. Il veut protéger sa rondelle, puis c'est Boson qui vient aussi contre lui, puis Boson est très baisse sa tête et puis qui arrive en contact. Évidemment, le résultat est... on voit ça, puis on se dit waouh, il y a pénalité, mais des fois, ça arrive qu'il n'y a pas de chance aussi. Donc, est-ce que les arbitres l'ont bien analysé finalement? Je pense que honnêtement, c'est dans le coin, l'arbitre le R1 est de l'autre côté. Il y a le but en perspective, probablement. Il le voit derrière la cage ou dans le but. Puis l'autre, c'est peut-être celui en zone neutre qui a le meilleur angle de vue, qui était devant le banc des joueurs. Mais honnêtement, ça se passe tellement vite. Wow, le gars qui tombe par terre. Là, honnêtement, c'est la zone d'ombre des arbitres le long de la bande au niveau. Il y avait une zone grise, maintenant on a une zone. Non, une zone. Ça devient compliqué à suivre. C'est une zone. En anglais, on appelle ça la bitch zone. Ouais, c'est moins joli. Je peux le dire, là, c'est moins joli. C'est passé minuit. C'est passé minuit, tu peux y aller. Tu peux y aller. On peut le dire. Normalement, à minuit, j'ai dit que j'étais loin. En anglais, on appelle ça, pour les arbitres, c'est le terme qu'on utilise. Donc, j'ai essayé de le traduire par zone d'ombre et on se moque de moi. Non, mais j'ai bien fait de rester juste pour connaître la traduction de la zone d'ombre après la zone grise. Voilà. Freddy, il est passé minuit. Tu nous as pas dit que tu devais rentrer aussi? Merci en tout cas de m'avoir écouté ce soir. Merci les gars. Non, tu vas quand même nous parler du 2-2, Freddy Mobilier, puisque Lausanne va pouvoir égaliser dans la suite de cette rencontre des Lausannois qui vont s'appuyer sur Boson, ces catchs qui sont à la passe pour la finition de Christophe Berchi. On vient d'en parler, Boson qui protège bien son puck à la bande, effectivement. Il protège son puck et en même temps, il lève la tête, il ne fait pas une passe à l'aveugle. On voit, il a repéré Berchi et la finition de Berchi est magnifique, tir instantané. Difficile pour Béra à cette distance. Le tir est parfaitement près du poteau. Et une belle égalisation de Lausanne qui prenait quand même un peu l'ascendant sur Fribourg-Gotteron. Gotteron s'en est bien sorti de rester à 2-2 après les 60 premières minutes de jeu. Avant d'arriver à la 60e, il y a une charge de Glauser, Stéphane, sur Dufner que l'on va vous remontrer et que tu vas nous analyser et nous donner ton sentiment sur ce qui s'est passé là sur cette poussette contre la bande. Écoute, moi je pense qu'il y a... Fribourg est à 4 contre 5. Glauser
maladroitement, il va aller à l'extérieur. Regardez, il titube un peu avec le puck, il met le puck, il montre un peu son dos à l'adversaire. Mais Glauser, il va. C'est inutile ce que fait Glauser, là. Il peut le contenir sans le croche-checker. Ce qui dérange, c'est qu'il fait une extension avec les bras dans le bas du dos. Oui, Dufner n'est pas très malin parce qu'il ne se protège pas vraiment, etc. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il s'attend à le croche-checker? Non. Non. Moi, je pense que c'est une punition. C'est un geste qui mérite pas plus. Inutile. Non, pas plus. Si Glauser fait 2 pas de plus, il l'accompagne simplement à la bande, il ne prend pas de pénalité. Il ne met pas son équipe en porte-à-faux. 4 contre 5. Mais qui dit que Dufner n'a pas voulu provoquer ça un peu également? Donc c'est bien joué. Enfin, si c'est voulu, c'est bien joué. C'est mal joué de Glauser. Son équipe est à 5 contre 4. Et là, deuxième pénalité. C'est ça. Donc, tu fais ça contre un ailier parce que Dufner est un défenseur. Un ailier qui fait 20 cm de plus et 20 kg de plus, et puis il se passe absolument rien. Il ne bouge pas, c'est ça. C'est un faute à pas de chance. Mais là, il y en a 8500, 9000 qui l'ont vu, celle-là. Hein. On reste qu'on se rend en prolongation maintenant. Là, la nervosité est à son comble. On sait que c'est un 1 dans la série, que ce 3e point qui est mis en jeu peut avoir son importance. Pour Fribourg, bien sûr, pour prouver qu'il peut se permettre de tenter de gagner cette série. C'est Marchand, le premier à se mettre en action, Fabien, qui n'arrive pas, on va dire, à terminer le job. Écoute, plus les minutes avancent, plus il va falloir de la lucidité pour la mettre au fond. C'est soit ça se joue sur un rebond, un peu de perdu, une erreur, mais il va falloir quand même un petit peu de lucidité. Les organismes sont fatigués. C'est un match qui est super parce que c'est un derby, puis c'est tard, c'est long. Mais c'est pas du grand hockey qu'on vit ce soir. Ça n'a pas vraiment d'importance parce que c'est l'enjeu qui compte. Comment, c'est combien. Mais maintenant, exactement. Mais par contre, juste pour la mettre au fond, maintenant, il va falloir un petit peu de lucidité. Mais le sauvetage du match, vous venez de le voir, c'est celui du Suter. Oui. On vient de le voir. Le puck est dans les airs. Au moment où il retombe, évidemment, Paris doit attendre parce qu'il veut attendre que le puck touche par terre pour le frappe au bon. Arrive. Des fois, c'est pratique d'être grand. Pas toujours, mais souvent, ça aide un peu. Ça la canne, et ça, c'est le sauvetage du match parce qu'il a la cage vide. Tu ne peux pas te répondre à ça. Tu peux pas te répondre. Non, ni un ni l'autre, on peut répondre à ça. En plus, Suter est droitier moyenne, aussi. on va dire comme ça. Hein, pardon? En plus, Suter est droitier, on est 2 gauchers. C'est ça que tu... Ah, oui, c'est ça, c'est l'histoire de... On n'a pas les bons invités, Stéphane. C'est ça que tu es en train de nous dire, là, finalement, vu qu'ils veulent pas répondre. C'est vrai qu'on pourrait trouver un droitier et un gaucher pour l'équilibre, un allié droit, parce que sinon... Ouais. Mais évidemment, c'est une boutade, mais Suter, ce qu'il a fait, c'est... Oui. Beau sauvetage. Beau geste défensif. On récapitule les résultats de cette soirée avant d'aller vous faire vivre, bien sûr, la suite de cette rencontre entre Fribourg et Lausanne. C'est 3-0 dans la série pour Zug, qui s'est imposé encore une fois 6-3 en faisant la différence dans le 3e tiers. Fribourg-Lausanne, eh bien, on attend de voir ce qu'il se passe. 3-0 pour Rapperswil aussi, qui semble avoir fait très mal à la formation de Christian Volvend. Et Zurich de retour aux affaires à 2-2 dans la série avec le nouveau succès sur la plus petite des marges sur le score de 1-0. On clôt Puck and Goal les highlights. On fait une petite respiration. On revient. Et encore du spectacle avec Fribourg-Lausanne. Voilà ce qui vous attend. Ne bougez pas. C'est pas l'heure de se coucher encore. Il était minuit 24 quand la réussite de Philippe Fourère est tombée. Victoire au bout de la nuit, j'ai envie de dire. On a passé minuit, messieurs, vous pouvez vous réveiller, relevez-vous, la sieste est terminée. Papy Fourère, Crédit Mobilier, qui donne la victoire à Fribourg-Gotteron dans ce match de folie. Ouais, c'est une belle récompense pour lui, pour l'ensemble de sa carrière. Et on sait qu'il va mettre un terme à la fin de cette saison. Il a fait une belle fin de shoot. Genadzi s'est couché un peu tôt pour essayer de faire écran avec son corps. Et puis, il nous a pas forcément toujours habitués à ce genre de move, Fourère, mais là, c'était bien exécuté. Et puis, il nous soulage tous. Alors, merci, Philippe. Il était temps. C'est pas le côté fribourgeois qui parle, c'est plutôt le gars qui a envie d'aller au lit, c'est ça? Ouais, allez, un mélange des deux. Non, c'est un peu hypocrite. Moi, je me réjouis d'aller me coucher, c'est vrai. On veut une consonance plus vaudoise à tout ça, Fabien, sur ce qui s'est passé dans ce début de 3e prolongation.
Bah écoute, on parlait, j'évoquais un petit peu lucidité. Je pense que Joël Genazi s'est couché parce qu'il ne s'attendait pas à une feinte comme ça de venant de Fourrière. Je pense que ça avait été un vrai attaquant pur, un technicien. Je pense que devant un dernier, il ne l'aurait jamais fait. Puis là, il s'est dit, bon, bah, de toute façon, notre ami Philippe, il va envoyer un plomb. Et puis, il a bien anticipé parce que la passe de Genazi était dans sa zone, il a mis une poque par la bande pour ses alliés, je l'ai sur la tablette, et puis il y a Fureur qui fonce, et puis coupe cette passe une super anticipation. On en parlait de lucidité, là, il était bon sur ce coup-là, Fureur. Évidemment, il couche. Puis la façon qu'il est revenu du revers, pas très habituel, il aurait peut-être pu revenir avec son du revers, et je pense que il a surpris tout le monde, on va dire comme ça, nous compris. Ouais, parce qu'on était parti pour durer, finalement, Stéphane. Bah, tant qu'à y être, on est bien. Continuer, on t'a bien lancé, ça va bien. On manque de rien ici, il faut dire que c'est cool parce que les pizzas arrivent dans 10 minutes, donc on va faire quoi avec les pizzas Justement, on va clore l'émission, on va aller les manger, Freddy, c'est pas ça? On se disait qu'on était déjà sur le plateau pour le prochain match. On pourra même ouvrir une petite bière avec, on sera plus au studio. Mais, voilà, ça avait clairement baissé d'intensité. On a vu que l'euphorie, même les gars sont tellement fatigués qu'ils n'arrivent même plus à festoyer, mais bon... Honnêtement, il n'y a rien qui est dit dans cette série. C'est 2-1, des matchs très, très serrés. Toutes les statistiques ce soir, comme le deuxième match, sont hyper serrées. Les deux équipes sont proches l'une de l'autre. Et tu joues 100 et quelques minutes ce soir, et dans 2 jours, ça recommence. 2 jours, ouais, demain. Ouais, demain. Mais les gars, ils vont se coucher très tard. Là, la récupération, les massages, la nourriture. Là, les masseurs. Les organismes ramassent ça quand même. Là, ça va être. Il ne faut pas oublier que Lausanne est passé par 3 matchs de pré-playoff juste avant aussi. Hein. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Le deuxième match en prolongation pour les organismes, mais bon, c'est la même chose pour les deux. Bon, Lausanne a joué une série de plus, évidemment. A joué beaucoup de hockey, mais je les ai trouvés assez en jambes. Lausanne, honnêtement, dans la prolongation, je les ai trouvés assez entreprenants. Les deux équipes assez entreprenantes. Écoute, ça joue sur pas grand-chose. Lausanne n'avait pas un petit quelque chose de plus, peut-être, au fil que le match passait? Peut-être un petit peu, si on veut fignoler le feeling qu'on avait. C'est peut-être que Lausanne était peut-être plus entreprenant. Mais voilà, Berra était flamboyant. Mais encore une fois... Lausanne, messieurs, 0 but. En combien de powerplays ce soir? Peut-être qu'ils peuvent nous le dire en régie. 7. Ils ont eu 2 powerplays en prolongation. Mais voilà, il a laissé les mêmes gars pendant presque 2 minutes. Vous allez me dire, ils ne sont pas sortis de la zone, donc tu ne changes pas des gars. Mais les jeux sont téléphonés, c'est prévisible. L'exécution, il y a des flip passes qui sont bondissantes. Franchement, le powerplay de Lausanne, ça fait mal aux yeux, sincèrement. C'est 0-5 ce soir pour Lausanne et 2-6 pour Fribourg. Et 2-5, les 2 premiers buts du match, 5 contre 3, 5 contre 4, back-to-back. Et Fribourg a été efficace encore une fois en powerplay. Hein. C'est ce qu'ils ont fait toute l'année. Finalement, Lausanne, bien, même combat. Lausanne, bien, les 0-15. 0-15, et puis Lausanne qui pêche. Lausanne n'avait pas marqué depuis je ne sais pas combien. Là, donc, je pense qu'ils ont marqué, depuis le début des pré-playoffs, ils ont marqué un but à 5 contre 4, si je ne me trompe pas. C'est trop peu, je veux dire, ça doit faire la différence. Hein. La pénalité de Dernay, c'est Lausanne qui l'a provoquée. C'était une très bonne pénalité. Les arbitres dans l'ensemble ont fait un bon match, il faut le souligner. Et puis, la pénalité de Dernay, elle y était. Dernay n'a pas discuté. Là, tu dois, à un moment donné, pouvoir faire mal à l'autre équipe avec ton super... Mais là, c'est même pas menaçant. C'est ce que je disais tout à l'heure au début, c'est-à-dire que chaque match, tu marques pas et tu sais que Fribourg a marqué sur... donc tu pars en déficit au début du match. Bon, reste que cette série, Freddy, elle se joue sur des détails, on l'a encore prouvé ce soir. C'est 2-1 pour Fribourg. C'est-à-dire que les supporters et Christian Dubé du côté du clan fribourgeois sont soulagés parce qu'on reste toujours invaincu à la maison. On garde l'avantage de la maison, mais c'est tout pour l'instant. Comme je viens de dire, hein, dans 48 heures, dans moins de 48 heures, c'est de nouveau 0-0, peu qu'au centre. Et puis avec un match qui pourrait être décisif, c'est clair que si Fribourg, on va gagner jeudi soir à la Vaudoise Arena, ça va changer un petit peu la donne. Mais Lausanne aurait peut-être mérité de l'emporter ce soir sur l'ensemble des 60 minutes. Après, sur les prolongations, il y a l'émotionnel. Le hockey, c'est un peu perdu. Lausanne a pêché sur les powerplays. Lausanne peut gagner à la maison, puis cette série, elle est loin d'être terminée. Merci, Freddy Beaupillier. T'as vu, j'ai tenu jusqu'au bout quand même. Hein. Ouais, pas mal. On peut enlever les cure-dents dans le coin de ton œil, si jamais. C'est bon, merci. Merci Fabien Guignard, merci avec Stéphane Rochette. Voilà. Ce qui est bien avec vous, messieurs, c'est que pour vous garder directement pour la prochaine émission. Hein. Vous restez là, vous dormez, on éteint les lumières, et puis on vous retrouve jeudi. Petite douche quand même.
Ouais, on a ça. Il y a tout ce qu'il faut. D'accord. Merci aussi à la régie pour la très belle et longue soirée de ce studio consacré au quart de finale de National League. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques heures du côté de Chaux-de-Fonds parce qu'on aura une émission de Swiss League avec studio et le studio présenté par Bruno Curchot et nos experts. Et bien sûr, le retour de la National League, vous l'avez compris, c'est jeudi. Bref, c'est comme si on y était. Allez, merci de votre fidélité. Passez une très belle nuit et à tout bientôt. Bye bye.